stationnaire. Dans le fait, quand on regarde avec la vitesse que il faut parler fort. Il y a des gens avec il défile à plus grande vitesse, à une vitesse différente de celle de la Terre. Je veux savoir si ceux qui ont des orbites héliosynchrones, qui sont des moteurs, des sources d'énergie. Les sources d'énergie, ils ont des librairies pour embarquer. Il y a les panneaux solaires, et ce qui, il y a des périodes où traverse la nuit, il y a le jour, etc. Ça dégarde un peu le fonctionnement de ces panneaux solaires. Il peut arriver même qu'il y ait des. Vous êtes en train de faire du système d'acquisition. C'est ça? On va parler de ça après. On va parler de ça. D'accord? Sinon, c'est télécommandé aussi à partir du sol. Bon, on va parler un peu des résolutions spatiales, résolutions spectrales. C'est plus ce qu'on appelle la résolution radiométrique. Alors, la dernière fois, on a regardé un tout petit peu en base physique, là, ce que mesure le satellite. On a dit qu'il mesure une énergie. Comme on a expliqué, on a appelé E, c'est une intégrale. Il va faire intervenir les caractéristiques de l'objet et puis les caractéristiques de l'optique, de l'instrument de mesure. Alors, ici, vous avez DS, c'est la surface. Si je me mets au zénith pour voir, je vois DS entièrement. D'accord? Maintenant, si j'observe ça dans un angle θ, je vois DS cosinus θ. Je ne vois pas DS, parce qu'en ce moment, je le vois, c'est un angle. DS cosinus θ. Mais si je le regarde, θ égale à 0 degré, je vois entièrement DS. Alors, je ne sais pas. Sur ça. Donc, vous voyez le capteur qui est tout à fait en haut. Il y a l'âme solide sous lequel il va avoir l'objet. Et puis, vous voyez ce fameux θ là, si θ égale à 0, le capteur il voit l'élément de surface dA complètement. Hein? Mais s'il le regarde dans un angle θ, il le voit autrement. Mais comme c'est de l'énergie qui est rayonnée vers l'espace. Donc cette énergie-là va dépendre de ce temps d'observation θ. Parce que ça va dépendre de ce qu'on appelle, il y a la surface apparente. La surface apparente là, c'est ça qui est ici là. C'est ça qui est là. C'est ça qu'on appelle la surface apparente. C'est ça qui est DS cosinus θ. C'est-à-dire cette surface-là se transforme en celle-là. C'est-à-dire c'est comme c'est celle-là qui émet l'énergie vers le capteur. Alors, les valeurs de luminance sont enregistrées, sont affectées à une tâche au sol dont la taille va dépendre de la résolution du capteur, de la distance au sol et la vitesse de balayage. Cette tâche correspondra à l'unité élémentaire d'information satellitale utilisable. Elle correspond à ce qu'on appelle un pixel. On va appeler un pixel. Alors, on a dit que si le pixel est de 80 tournevis pour le capteur MSS de Landsat, les 30 mètres pour TM, 10 mètres et 20 mètres pour les capteurs, ça c'est les anciens capteurs HRD, haute résolution dans le musique de spot. Les dimensions de la tâche échantillon définissent l'aptitude d'un capteur à distinguer deux objets sur le plan spatial.
Donc, la résolution, hein, là, on a expliqué ce que c'est que la résolution spatiale. Hein. Ça permet de distinguer des objets sur le plan spatial. La résolution spatiale, ça permet de distinguer des objets à l'échelle spatiale. Comme je vous ai dit, si vous prenez deux carreaux de couleurs différentes, qui sont même à la même taille, si vous avez la résolution spatiale qui est égale à la résolution des carreaux, vous allez pouvoir distinguer ces deux-là. Mais si la résolution spatiale est plus grande que la taille des objets, vous n'allez pas pouvoir les distinguer. OK, c'est compris, hein? On enlève. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous êtes fatigué? Moi, la pourcentage de tout là-dedans, à la fin de la maintenant, il y a la résolution spectrale. Qu'est-ce qui peut définir, d'après ce qu'on a vu, et ce que nous avons vu auparavant, ce que peut permettre de faire la résolution spectrale dans les exemples que je vous ai donnés jusqu'à présent. Exprimez-vous comme vous le voulez, expliquez moi ce que c'est que la résolution spectrale. Oui. Voilà, monsieur Carambo, vous avez la parole. Je vous propose. C'est des choses que vous avez dit. Oui. Je dis que la résolution spectrale permet de visualiser la même image dans plusieurs bandes spectrales. Non. La résolution spatiale permet de séparer les objets, hein, de séparer deux objets sur le plan spatial. Maintenant, la résolution spectrale, c'est quoi? Monsieur, oui. Séparer des oui, je sais que vous avez parce que vous vous rappelez, quand je vous ai montré les trois matrices là, avec j'ai dit trois images superposées, où il y avait XS1, XS2, XS3. Vous vous rappelez? Dans le cas là, XS1, le pixel affichait une valeur, dans XS2, il affichait une autre valeur, et dans le pixel XS3, il affichait une autre valeur. C'est la même résolution spatiale, mais la résolution spectrale, c'est dans des bandes spectrales différentes. Pourquoi est-ce que les objets là donnent des réponses différentes? Donc, permet de séparer les objets sur le plan spectral. C'est-à-dire que l'objet, fondamentalement, quand il y a une interaction entre l'onde électromagnétique et la matière, la réponse qu'on va avoir lorsqu'on choisit un rayonnement de longueur d'onde L, lambda 1 et lambda 2 sera différent. C'est-à-dire, la matière va réagir d'une certaine façon si on choisit lambda 1 et va réagir différemment si on choisit lambda 2. C'est-à-dire que l'interaction, la longueur d'onde, tout à l'heure quand on a parlé du phénomène de diffusion, on a parlé de grosses particules et de petites particules. D'accord? Donc, vous prenez une matière donnée, prenez par exemple H2O, et de l'eau. Si vous envoyez un rayonnement qui est longueur d'onde, par exemple 450 nanomètres, l'eau ne va pas réagir de la même façon, c'est-à-dire que le rayonnement réfléchi ne sera pas le même que si vous envoyez un rayonnement de longueur d'onde 550 nanomètres. C'est-à-dire l'interaction entre l'onde électromagnétique et la matière sera différente. Si vous envoyez 550 nanomètres, il va absorber beaucoup plus le rayonnement que lorsque vous êtes à 450 nanomètres.
Oui. Vous pouvez dire que le phénomène de diffusion nous permet de savoir quelle longueur de Non, pas diffusion. Pas de diffusion. La vision spectrale. La vision spectrale. On va voir dans les signatures spectrales. Peut-être que je peux aller un peu plus loin avant de revenir sur ça. Je prends toujours le cas de la végétation. Je prends cet exemple. On va revenir là-dessus. Vous voyez ici, ce qui est en violet là, c'est la signature spectrale de la végétation. Vous voyez ici, je suis à 550, je ne sais même pas si c'est à 550. 550 par exemple. Je prends ça. J'ai et en abscisse, c'est la longueur d'onde. En ordonnée, c'est la réfléquence, c'est-à-dire le rapport entre l'énergie incidente et l'énergie réfléchie. D'accord? Il réfléchit ici à 10%. C'est-à-dire c'est 10% seulement qui est réfléchi. OK. Quand je suis à 500, mais quand je suis ici, c'est une longueur d'onde. Hein. J'ai une longueur d'onde, c'est-à-dire c'est la bande, je ne sais pas si c'est la bande rouge. C'est le rayonnement est beaucoup plus absorbé. Il est absorbé puisqu'il y a très peu qui est la réfléquence est faible. Par contre, quand je suis ici, je suis pratiquement dans le proche infrarouge. Vous voyez qu'il y a une grande réflexion. Donc, si je regarde la longueur d'onde, si je regarde la réflectance ici, je regarde ici et je regarde là, je peux savoir que c'est la végétation. Parce que dans le 550, c'est-à-dire ici, ici, il absorbe le rayonnement et là, il réfléchit le rayonnement. Là, c'est le même couvert végétal, hein? Le même couvert végétal, mais la réponse est différente. C'est pour cela que c'est dans XS1, XS2, XS3, les valeurs numériques sont différentes. Parce que la matière ne va pas se comporter de la même façon en fonction du rayonnement incident. Si c'est lambda 1, l'interaction sera différente. Ici, j'envoie le lambda 2. Il y a des parties où il va absorber le rayonnement, l'autre partie va réfléchir le rayonnement. D'accord? Donc, il y aura des longueurs d'onde dans lesquelles, quand on observe un objet, il va l'absorber, et dans d'autres longueurs d'onde, il va le réfléchir. Pas totalement, mais beaucoup plus. Donc, la résolution spectrale, ça là, c'est parce que j'ai pris seulement la végétation, mais je peux prendre deux objets différents, c'est-à-dire je prends l'eau et je prends la végétation. Dans la même bande spectrale, je vais avoir un comportement qui est différent. Ici, je prends une bande spectrale XS1. La réponse que je vais avoir pour l'eau, ça sera différente de la réponse que je vais avoir pour la végétation. Donc, permet de séparer deux objets au niveau spectral. Au niveau spectral, c'est différent. Et la réponse que je vais avoir pour la végétation, et puis pour l'eau, ça sera différent. Donc, je vais dire que ça, c'est de l'eau, ça, c'est de la végétation. Donc, c'est pas, sur le plan spectral, déjà, ce n'est pas deux objets. C'est que j'ai affaire à de l'eau ici, et j'ai affaire à la végétation. OK. Ça sera la résolution qu'on appelle spectrale. Maintenant, la résolution radiométrique. La résolution spatiale, la résolution spectrale. Maintenant, la résolution radiométrique.
voyez, quand on avait Métosat 5e génération, si vous mesurez, il y a le capteur infrarouge thermique, on utilisait ça pour mesurer les températures de la surface de la mer. Alors, ici, sur cette génération de Météosat, la résolution radiométrique était de 0,5 degrés. Ça veut dire que si deux objets, c'est-à-dire si je regarde la surface, je regarde un objet qui a une température de 25 degrés et un autre objet qui a une température de 25,3 degrés, ne va pas faire la différence. Parce que la résolution radiométrique est de 1,5 degré. C'est-à-dire, pour séparer deux objets, il faut que la différence de température soit au moins égale à 1,5 degré. D'accord? Si c'est moins de 1,5 degré, il ne fait pas de différence. Il faut que soit différent de au moins 1,5 degré. Alors, le MH1, il y a un capteur avec une résolution radiométrique de 1/4 degré, 0,125 degrés. Donc, si un objet a une température de 27 degrés, l'autre a une température de 27,5, il fait la différence. Ils donnent les températures à 1/4 degré. Mais s'il y a un qui est à 27 degrés, l'autre à 27,001, il va dire que c'est à 27 degrés. Vous voyez? Donc, ça, la résolution radiométrique, il va être séparé au niveau radiométrique. Monsieur, la résolution radiométrique. Oui, vas-y. Ça concerne seulement l'infrarouge thermique. En général, oui. Mais les autres capteurs aussi, puisque ce qu'on mesure là, c'est de l'énergie. Hein. C'est de l'énergie. Donc, la résolution radiométrique, ça concerne tous les autres. Mais ce que j'ai pris pour illustrer, c'est bien pour faire. Donc, la résolution radiométrique, on dit dans le domaine de l'infrarouge thermique, cette résolution est traduite en équivalent des mesures différentielles de température. Mais ce n'est pas la température, c'est. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que entre le début de la mission d'un satellite et puis la fin, il y a quand même ce qu'on appelle, il peut y avoir une dérive. Donc il faut faire la calibration des capteurs. C'est-à-dire au début de la mission, et 2 ans, 3 ans après, on se dit que oui, c'est le business. Alors, la réflectance, c'est le rapport du flux radiatif réfléchi par un milieu matériel au flux radiatif incident. Ça, c'est la réflectance. C'est le rapport à l'énergie réfléchie et l'énergie incidente. La transmittance,
c'est le rapport de flux transmis au flux incident. Transmis, énergie incidente, réfléchi, transmis, d'accord, ce qui traverse l'objet, c'est ça qui est transmis. L'absorbance, c'est le rapport du flux absorbé au flux incident. C'est-à-dire que si vous prenez un couvert végétal, il y a une partie qui va être absorbée par le couvert, il y a une partie qui va être transmise, et l'autre qui va être réfléchie. C'est la différence entre ces différentes énergies. Alors, donc, si on regarde ces schémas-là, vous voyez l'énergie incidente avec l'angle I, et puis ce qui est réfléchi avec l'angle de réflexion R. Ça, c'est la réflexion. La diffusion, c'est ce qui est juste à côté. Vous voyez l'incident en jaune, mais l'énergie qui va être, vous voyez que il y a ce qui est en rouge là, on appelle ça de la diffusion, période de diffusion. C'est-à-dire que vous n'avez pas comme l'énergie, tout ce qui arrive au niveau de la surface des objets là, ne va pas répartir directement à l'espace. C'est une diffusion, ce qu'on a vu lorsqu'on a parlé des gaz dans l'atmosphère. C'est-à-dire que ça répare dans tous les sens. Vous allez repartir vers le sens de l'élément réfléchi, pas dans tous les sens. C'est ce qu'on appelle un phénomène de diffusion. Et là, à gauche, là, c'est l'absorbance, c'est-à-dire que l'énergie est absorbée, c'est ce qui est en bleu. Et puis la transmittance, ça traverse l'objet, donc partie absorbée, diffusée et transmise. OK. On va continuer. Alors, voilà les cas qui peuvent arriver. L'énergie, vous voyez que si le capteur est ici, dans ce cas-là, ici, là, il y a une bonne partie, si vous mesurez l'énergie, incidente par rapport à l'énergie réfléchie, il y a une bonne partie qui est diffusée. Il y a une bonne partie qui est diffusée. Donc, ce que vous allez capter là, c'est juste une petite portion. Il y a de la réflexion, mais ça se passe dans toutes les directions. Ici, vous avez, donc ça c'est une diffusion parfaite. Ici, c'est bon, ce qu'on appelle spéculaire, c'est que la diffusion va se faire, disons que le réellement incident va se faire, normalement, si, je prends l'exemple à la surface de l'eau. À la surface de l'eau, si vous envoyez un faisceau incident, si vous mettez de l'autre côté là-bas, vous recevez toute l'énergie. Ça, c'est ce qu'on appelle la réflexion spéculaire. D'accord? Même si vous prenez une lumière comme ça, l'angle I, l'angle d'incidence, l'angle que vous mettez dans la direction de pression, vous allez avoir toute l'énergie. Ça, ce qu'on appelle ça, c'est presque spéculaire. Mais spéculaire, véritablement spéculaire, vous n'avez pas ceci-là. Tout repart dans la même direction. Tout repart dans la même direction. Ça, c'est une réflexion spéculaire. Ça, il est presque spéculaire. Et ça, c'est une diffusion parfaite. C'est-à-dire que ici, ce n'est pas une diffusion parfaite parce que c'est assez orienté quand même. Par contre, ici, vous voyez que c'est reparti également dans tous les sens. Ça, c'est une diffusion parfaite. Alors, sur ce schéma-là, en jaune, bon, on ne va pas faire le calcul. On ne va pas faire le calcul. Si on veut faire le calcul, ce qui se passe, c'est que il y a ici la diffusion de l'atmosphère, ici, c'est 6%.
l'atmosphère va absorber 15%. Il y a 50% qui est absorbé par la surface de la Terre. Vous avez réfléchi vers les nuages 20%, et ce qui est réfléchi par la surface, c'est 4%. Vous voyez, ce n'est pas grand-chose, hein? C'est pas grand-chose qui n'est pas. Il faut avoir des capteurs hyper performants pour pouvoir. Alors, regardons la signature spectrale de quelques objets. On va terminer par cette partie-là, signature spectrale de quelques objets. Dans le visible, prenons entre 400 et 700 nanomètres. On va s'intéresser notamment à la végétation. Ici, donc, à l'abscisse, vous avez les longueurs d'onde, et puis, en ordonnée ici, sur cette voie-là, il y a la réflectance. Ici, en rouge ici, c'est la signature spectrale du couvert végétal. Cette signature spectrale-là, vous devez connaître ça. La signature spectrale du couvert végétal, vous devez connaître. C'est-à-dire, c'est tout. Ah oui. Il y a. Alors, ici, vous avez l'absorbance. Donc, ici, ce qui est. Vous voyez ici, il y a une bande spectrale sur les capteurs. Il y a une bande spectrale qui est positionnée, qui est centrée sur ici, qui est autour de cette longueur d'onde. Il y a une bande spectrale qui est autour de cette longueur d'onde. Et puis l'autre ici. Avec ces trois-là, on arrive à savoir si on a fait un couvert végétal ou pas. Parce que si c'est un couvert végétal, il absorbe le rayonnement. Là, on a un petit pic ici et il y a une grande réflectance là. Une grande réflectance là. Vous voyez, ici, ça c'est la transmittance. La transmittance, ça va de 0 à 100% ici. Et tout ce qui est assuré ici, c'est l'absorbance, c'est-à-dire ce qui va être absorbé, ce qui est absorbé. Et ici, ce qui est dans cette partie-là, c'est la transmittance. Donc, intéressons-nous plutôt à la réflectance ici. Dans le visible, jusqu'ici, vous avez le proche infrarouge. Il y a deux bandes qui nous permettent de bien comprendre qu'on a une végétation en pleine activité chlorophyllienne. Parce que quand la plante est en pleine activité chlorophyllienne, elle va absorber le rayonnement dans cette bande spectrale. Elle va absorber le rayonnement dans cette bande. Pour une plante en pleine activité chlorophyllienne. D'accord? Et elle va réfléchir énormément autour du proche infrarouge. Le proche infrarouge. Le moyen infrarouge, dans le moyen infrarouge ici, vous voyez, il y a beaucoup d'absorbance et moins de réflectance. Ici, quand on regarde, on sait que c'est pour illustrer le contenu en eau des plantes. Contenu en eau des plantes. Si on poursuit ça. Oui. En période de saison sèche, il y aura moins d'absorption. Oui. Oui. C'est-à-dire qu'on va introduire un indice. On va introduire un indice qui va nous permettre de savoir
si une plante se dessèche, ou si la plante est en pleine activité chlorophyllienne. On appelle ça l'indice de végétation. Bon, il faut bien, voilà, ceci là, je reviens sur cette courbe-là. Vous voyez que en violet, c'est une plante, c'est la réponse, c'est la signature spectrale d'une plante en pleine activité chlorophyllienne. C'est-à-dire une plante qui est toute verte. Elle va absorber le rayonnement ici et réfléchir dans le prochain infrarouge. Là, si la plante est en pleine activité chlorophyllienne, la réflectance sera très faible dans cette bande et elle sera assez importante dans celle-là. Par contre, une plante qui se dessèche, au niveau interne, il n'y a plus d'activité chlorophyllienne. Donc, elle ne va plus absorber le rayonnement dans cette bande. Vous voyez que donc, au lieu d'absorber, ici, l'absorption, l'activité chlorophyllienne est importante. Ici, on va commencer à réfléchir ce qui va se passer ici. Donc, si on introduit un indice qui prend en compte la réponse ici et là, on va pouvoir définir l'état de la végétation. Donc, on introduit ce qu'on appelle l'indice de végétation, NDVI. En français, ils avaient appelé ça IVG avant. Après, ils ont dit que c'est une grossesse. Tout le monde utilise NDVI. C'est PIR moins R sur PIR plus R. C'est-à-dire, on prend la réponse spectrale pour un pixel donné. On prend la réponse spectrale ou la valeur radiométrique dans le proche infrarouge, moins la valeur radiométrique dans le rouge, sur le proche infrarouge plus le rouge. Question. Pour une plante en pleine activité chlorophyllienne, cet indice-là tend vers quelle valeur? Pour le PIR moins R sur PIR plus R. Ça tend vers quelle valeur? Une plante en pleine activité chlorophyllienne. Parce que je vais passer, notez ça, et je vais passer à la signature spectrale qui est ici. Je vais passer à ça. Et vous allez regarder ça pour répondre. Donc, vous avez noté? Bon, maintenant, à partir de ça, là, vous me répondez ces questions. Quand une plante est en pleine activité chlorophyllienne, quelle sera, vers quelle valeur va tendre cet indice-là? Ça va comme de... Pourquoi? Justifier. Hein? Ça va tendre vers. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce que quand vous regardez, voici la valeur dans le rouge. La valeur dans le rouge qui est ici, n'est-ce pas? Et la valeur dans le proche infrarouge. Et la valeur ici, c'est dans le rouge. Ça, c'est le R est négligeable vis-à-vis du PIR. Donc, si vous regardez ceci là, R est négligeable devant PIR. Donc, si vous faites de l'approximation, PIR sur PIR, ça fait 1. Ça fait 1. N'est-ce pas? Donc, quand une plante est en pleine activité chlorophyllienne, la réponse dans le rouge est très faible vis-à-vis de la réponse dans le proche infrarouge. Donc, en négligeant le R devant PIR, ça tend vers 1. Et tant qu'elle se dessèche, qu'est-ce qui se passe? Le R n'est plus négligeable. Le R n'est plus négligeable et le R va chercher à tendre vers le PIR.
Donc, l'indice de végétation va tendre vers 0. D'accord? Donc, pour une plante en pleine activité chlorophyllienne, l'indice de végétation tend vers 1. Et lorsqu'elle est en train de se dessécher, elle aura tendance à tendre vers 0. Parce que la valeur de R va augmenter et la valeur de PIR va diminuer. OK? Mais ce n'est jamais 1 ni 0. Hein? C'est pour dire que quand l'indice de végétation est élevé, alors on a une végétation qui est verte et l'autre qui est la végétation en train de se dessécher. Et on arrive à créer un canal d'indice de végétation. C'est-à-dire qu'on prend le canal proche infrarouge, on prend le canal rouge et on crée un canal d'indice de végétation. Donc, sur ce canal d'indice de végétation, les valeurs vont aller de 0 à 255. Ou bien, parce que sur les images, ça ne va pas de 0 à 1. Une image, on peut l'afficher, c'est entre 0 et 255. D'accord? Et si on met une couleur, par exemple le rouge, entre 0 et 255, les valeurs qui sont censées, ce sera des valeurs de végétation. OK, c'est compris? Alors, ici, comportement spectral des principaux éléments constitués de quelques objets de la surface plate. Vous avez en vert, c'est la végétation. Le comportement de la végétation entre 400 et 1000 nanomètres. Vous voyez que pour l'eau aussi, essayez de retenir l'eau. Normalement, vous avez une réflectance, vous avez une réflectance qui est décroissante. Rouge, en fonction de la longueur, c'est décroissant. D'ailleurs, si vous regardez sur les images, là, l'eau, c'est. Si vous regardez ça dans le prochain mois, ça sera noir. Parce que la réponse est très faible. Oui, ça, vous savez, tout réellement. Vous avez le calcaire, vous avez le sol humide, sol lumineux, limoneux, etc., etc. Si, c'est pas la peine de faire une image. Donc, quelques caractéristiques. Mais la téléflexion, c'est l'expérience, c'est-à-dire c'est le travail sur le terrain qui va vous permettre d'acquérir des connaissances et surtout d'essayer les formes. Parce que là, on vous donne quelques indices, quelques notions théoriques, mais c'est au niveau de la pratique que vous allez mieux appréhender et mieux préciser ces différentes notions. Alors, ça c'est la droite des sols. La droite des sols, c'est-à-dire il y a un indice aussi pour caractériser les sols. On appelle ça l'indice de brillance. Et puis, vous avez aussi l'indice de végétation. L'indice de végétation, plus vous allez avoir, c'est-à-dire dans l'indice de végétation, il est d'autant plus grand, ça c'est entre le rouge et le proche infrarouge. Si vous regardez cette courbe-là, en ordonnée, vous avez le proche infrarouge et en abscisse, vous avez le rouge. Donc, pour que l'indice de végétation soit grand, il faut que la valeur dans le rouge diminue et la valeur dans le proche infrarouge augmente. Par contre, pour l'indice de brillance, vous avez ces linéaires. Vous avez la valeur du proche infrarouge et du rouge sont quasiment. Vous avez alors ce qu'on appelle un indice de brillance. Alors, ici, c'est l'évolution temporelle des végétaux. L'évolution temporelle des végétaux. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce qui est en vert, le cycle qui est en vert?
Ça, c'est pour une végétation. Au moment du semis, qu'est-ce qu'il y a? Au moment du semis, qu'est-ce qu'on voit le plus? Le sol nu. Le sol nu, n'est-ce pas? Oui, on voit beaucoup plus de sol. Donc, c'est pour cela que ça se rapproche de la droite du sol. D'accord? Et puis, au fur et à mesure, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer à croître. On va commencer à croître. Et donc, le rouge va avoir tendance à diminuer, c'est-à-dire va commencer à absorber beaucoup plus la chlorophylle. Donc, la réponse dans le rouge va diminuer, va tendance à diminuer. Et dans le blanc, infrarouge, ça va augmenter jusqu'à ce qu'on atteigne la maturité. Et à partir de la maturité, ça va commencer à chuter. Donc, elle va commencer à jaunir. En jaunissant, la réponse dans le rouge va augmenter et la réponse dans le proche infrarouge va diminuer. Et ainsi de suite. Donc, après, il y a la récolte et ainsi de suite. Donc, ça permet de comprendre. Si vous avez donc des images à 3 dans la phase de semis, la phase de maturité, la phase de sélection, vous allez comprendre. Une image de télédétection permet de détecter la maladie des plantes. Parce que quand vous voyez qu'une plante est jaunissante, les feuilles sont jaunissantes, c'est que la plante est déjà déstructurée, c'est-à-dire au niveau de la structure interne, elle est atteinte. La couleur jaune vient montrer que ça fait un moment déjà que la plante est malade. C'est le résultat. Mais si vous faites des images, si vous avez des images bien avant, vous allez avoir la désorganisation de la structure interne des plantes parce que déjà, elle va plus commencer à absorber la chlorophylle. Et s'il y a un suivi vraiment régulier, on va détecter qu'il y a soit un stress hydrique, soit une maladie qui fait qu'il n'y a plus d'activité chlorophyllienne et il y a une dans le moyen infrarouge, il y a une absorption de l'eau par les plantes. Donc, sur les vastes étendues de plantation de maïs ou de blé qu'on a sur le continent, ça on va surveiller l'état de ces plantes. Bon, je pense que ce sera la dernière réponse. Je vais passer vite, mais c'est l'ensemble des cours que je voulais vous présenter dans les bases physiques. Si vous avez des questions, on peut essayer de répondre à cela. Bien défini. Poser la question, le chef a dit que le jeudi ne sera pas là, donc poser la question, profiter. Question concernant ce cours-là, bon, comme vous aviez déjà ces documents-là, je pense que c'est pas ça. On n'est pas ça. On n'est pas le coup, il y a un là. Ça, c'est quelques éléments qui sont actionnés. Bon, pour ceux qui sont en ligne, si vous avez des questions aussi. On n'a pas ça. Vous voulez quoi? C'est ça, hein? Est-ce que vous avez suivi ceux qui sont en ligne là? Nous avons suivi. Des questions? Nous avons suivi. Nous avons suivi. Ok. S'il y a des questions, bon, on peut essayer de répondre à vos questions en ce moment. Ça a été rapide, mais bon, voilà, c'est l'ensemble. En fait, c'est ce nouveau format de cours qui fait ça. Sinon, avant, on avait tous les fonds en chapitre, mais on a décidé, à cause de Corona, et puis d'un certain nombre de choses, de prendre les FOAD et les présentiels en même temps. Et donc, on est obligé de faire de cette façon pour que les deux groupes soient satisfaits.
Et là, on a réduit le nombre de cours présentiels. Normalement, l'année passée, c'était 2. C'est-à-dire tout ce que vous voulez, c'est en 2 séances, y compris les corrections de l'activité. Ça, c'est le cours modal. Et donc, on a pu travailler pour regrouper un certain nombre de choses. Ce cours avant, je le faisais en 20 heures. Voilà. Même avant, c'était 25 heures. Oui. Avant, c'était 25 heures. On avait le temps. Voilà. Voilà. Et après, on nous a dit que, bon, il y a peu de faire. Oui. Ça, c'est comme ça. Et il y a eu des choses qui ont été faites. Des gens, il y a eu le corona, on ne savait pas comment faire certaines choses. Bon, c'est comme ça qu'on vous dépose tous ces ressources. À vous de lire. Le professeur ne vient plus ici pour vous faire le cours chapitre par chapitre. Là, c'est parce que cette année, le professeur est venu. L'année prochaine, ça ne sera pas le cas parce que le professeur et moi, on va s'entendre. Il y a des éléments qu'on va montrer ici, mais tout sera déposé comme ressource. Celui qui ne peut pas lire, il ne lit pas. Vous voyez? OK. Madame Kofi, monsieur Koné, vous tous qui êtes en ligne, vous pouvez poser des questions. Bien reçu, madame. OK. Le professeur a encore arrêté, il attend vos questions. Vous, là, vous, c'est quoi, nous? Bon, s'il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, c'est que vous avez bien compris. On va arrêter. C'est bon? Vous avez quoi à faire? Moi, dans la conception telle que j'avais, on devait se limiter aux activités. Mais si le professeur veut proposer un examen, on peut l'intégrer. Si vous voulez proposer un examen, on peut l'intégrer toujours sur la plateforme. On peut leur donner une semaine, 2 semaines. C'est plus bon. D'accord. Voilà. Oui. Vous voulez pas les gérer? Sinon, on a fait les quiz qu'on a mis déjà en ligne. Voilà. Voilà. Je ne connais pas que vous aimiez. Bon, Ok, donc, on vous remercie, vous qui êtes en ligne. Une question, s'il vous plaît. Une question, professeur, s'il vous plaît. Posez la question. J'aimerais savoir, on a parlé de résolution spectrale, résolution radiométrique et résolution spatiale. Mais en réalité, toutes ces résolutions-là sont des résolutions spectrales puisqu'elles utilisent des longueurs d'onde. Non. Vous ne comprenez pas les choses. Non. La résolution spatiale permet de séparer 2 objets sur le plan spatial, au niveau de la taille. C'est-à-dire que quand vous avez, j'ai pris l'exemple ici, comme je suis dans la salle avec les étudiants ici, je dis, ici vous avez des carreaux qui sont posés au niveau de la salle, et ces carreaux-là ont une dimension de 30 cm de 30 cm. Alors, si j'ai un capteur qui a une résolution de 30 cm par 30 cm, je pourrais alors distinguer tous les carreaux. Ils seront visibles tous, même s'ils sont de couleurs différentes, je pourrais les voir. Supposez que les carreaux sont toujours de 30 cm par 30 cm, mais j'ai un capteur qui a une résolution de 60 cm par 60 cm. Alors, je verrai un paquet de 4 carreaux qui va représenter un seul pixel. Imaginez-vous que ces 4 carreaux soient de couleurs différentes. Je ne vais pas les distinguer. Oui.
pour donner un autre exemple, peut-être qui va être plus simple, on prend le paquet de sucre et on prend les carreaux de sucre. Le paquet de sucre, un satellite qui a une résolution de peut-être 0,5 cm, 0,5 mètres plutôt, peut nous permettre de voir le carreau de paquet de sucre. Mais un satellite qui a une résolution spatiale de 0,5 mm ou bien 5 cm peut nous permettre de voir le sucre lui-même. Donc, on voit plusieurs carreaux de sucre et celui qui a 0,5 mètres de résolution spatiale va nous permettre de voir des paquets de sucre et non les carreaux. Voilà. Est-ce que c'est bon? Et la résolution spectrale, quand on regarde la signature spectrale de la végétation, on voit que on n'a pas la même réponse spectrale, on n'a pas la même réflectance en fonction de la bande spectrale dans laquelle on observe la végétation. Quand on l'observe à 0,50 ou à 500 nanomètres ou bien à 500 nanomètres, on ne va pas avoir la même réponse. Donc, on a deux réponses différentes concernant le même objet. Là, ça permet de distinguer, de faire une différence au niveau spectral de l'objet. D'accord? Et puis, au niveau de la résolution radiométrique, j'ai pris l'exemple des capteurs infrarouges thermiques pour dire que si vous avez deux objets qui sont à des températures différentes, si les deux ont des différences, si vous prenez un capteur avec une résolution radiométrique de 1 quart de degré, c'est-à-dire, non, 1 quart de degré, c'est 0,25. C'est 0,25 degrés comme résolution radiométrique. Si un objet a une température de 30 degrés et l'autre a une température de 30,15 degrés, on ne fera pas de différence. On ne fera pas de différence parce que la résolution radiométrique, c'est-à-dire la différence minimum pour que ces objets-là soient séparés, il faut que ça soit 0,25 degrés. D'accord? Pour ajouter quelque chose à ce que le professeur vient de dire. Si nous prenons par exemple deux élèves ici, on prend un élève même, on prend celle qui est en habit rouge et on l'illumine avec la lumière du visible. Et on a un capteur qui attend sa réponse, pour capter la réponse. Lorsque Pascal a mis en rouge, par rapport à la longueur d'onde qu'elle a reçue et ce qu'elle va émettre, ça sera différent de si elle avait porté un habit bleu, ça sera différent. Et donc, le capteur qui a cette capacité-là d'enregistrer les réponses des cibles dans ces différentes, comment je vais dire ça? Dans ces différentes, oui, c'est-à-dire à la moindre petite modification, le capteur qui a la possibilité d'enregistrer la réponse en fonction des longueurs d'onde, on peut dire que ce satellite, ou disons ce capteur, a une résolution spectrale, une bonne résolution spectrale. Ouais. La capacité d'enregistrer dans le rouge, mais pas dans toute la bande de rouge. Il peut scinder même la bande de rouge en plusieurs bandes. Et à chaque fois, il a la capacité d'enregistrer. À chaque fois, il a la capacité d'enregistrer. Voilà. Par contre, un capteur qui ne peut que, c'est-à-dire, sa réponse est vague. Dans une large bande, voilà.
Comme le Bande chromatique, il n'a pas une bonne résolution. Vous qui êtes en ligne, est-ce que vous nous entendez? Quand vous avez des bandes. Vous avez suivi? Oui, on vous entend, oui. On vous entend. C'est bon? C'est bon, oui. C'est bon. Ok. Et donc, est-ce qu'il y a une autre question encore? Oui. Madame, vous avez dit que la résolution chromatique, Voilà. la bande chromatique n'a pas une bonne résolution spectrale. Ce n'est pas la bande, c'est le capteur. Le capteur qui prend de la la bande bande chromatique. Voilà. Donc maintenant, c'est-à-dire que plus la bande est longue, est large, moins la résolution spectrale est bonne. Très bien. Est-ce que c'est bon? Vous avez dit dans tout le professeur à tout champ affecté. Si vous avez des questions, vous les posez. Sinon, le professeur va partir à manger tout. C'est bon? Vous êtes en ligne, c'est bon? Une dernière question, professeur. OK. Et Madame Kofi, toujours? Madame Kona, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des capteurs qui ont à la fois ces trois résolutions-là? Excusez-moi. Résolution spectrale, radiométrique. Nécessairement, tous les capteurs qui sont embarqués, il a une résolution spatiale pour voir comment on appelle ça, au niveau, pour pouvoir définir la taille des pixels. Il a une résolution spectrale parce que les bandes spectrales qui sont embarquées dessus, c'est en différentes longueurs d'onde. Le professeur a expliqué comment on fait pour séparer ces bandes-là pour enregistrer. Voilà. Et puis, évidemment, la résolution radiométrique ici également, puisque l'énergie qui arrive sur le capteur, ça va dépendre de la résolution radiométrique. Donc, nécessairement, tous les capteurs qui sont embarqués sur les satellites comportent des résolutions spatiales, il y a une résolution spatiale, une résolution spectrale et une résolution radiométrique. Et pour ajouter autre chose, même la photo qu'on nous prend, Madame Kona, c'est Madame Kona, non? Oui, professeur. La photo qu'on nous prend, vous savez que la photo a une résolution spectrale, la photo couleur. Hein? Même voilà, c'est dans le visible. Et tout ce qui prend une image de la Terre, qui sort, que ce soit en blanc, noir ou en couleur, il y a forcément une résolution spatiale. Parce que le pixel là qu'on voit, c'est la plus petite entité que le satellite en question ou le capteur en question est capable de voir et d'enregistrer. C'est-à-dire la réponse de cette petite entité-là. Vous voyez? Et puisque c'est dans les bandes monochromatiques ou dans des bandes, j'allais dire, en fonction des longueurs d'onde qu'il reçoit, donc il est obligé d'avoir une résolution spectrale. Et aussi, quelle autre résolution encore? Radiométrique. Parce que le professeur a parlé d'énergie. Et sans l'énergie, rien ne peut se faire. Et donc, tous les capteurs ont besoin de ces trois résolutions-là. Et même la résolution. Ce que mesure le capteur, c'est toujours une énergie. Voilà. Ça, c'est clair. C'est une énergie. Voilà. Ça, il ne faut jamais oublier. Ça, ce n'est pas de la lumière, c'est une énergie. L'onde électromagnétique qui arrive sur le capteur, c'est une énergie. Mettez une loupe ici, là. Vous allez mettre votre main en bas, vous allez voir que ça va vous marcher. C'est l'énergie. Madame Conan, ça peut aller? Madame Conan, ça va? Oui, professeur. Oui, ça va. Merci, professeur. OK. Merci à tout le monde. Merci, professeur Amand. Parce que l'année passée, les autres n'ont pas eu l'honneur de vous voir. Cette année, vous avez cette honneur. Et donc, vraiment, professeur, merci beaucoup. Et merci à tout le monde et que Dieu vous bénisse. Amen. Madame,
bénisse. Amen. Amen. Madame, je veux dire,